Je m'appelle Philippe Martin, je suis professeur d'histoire et je dirige l'Institut supérieur d'études des religions et la laïcité, qui est une chose un petit peu étrange à l'échelle française, puisque c'est un institut qui s'occupe de trois choses, qui s'occupe de recherche, organise une dizaine de colloques par an, qui s'occupe de valorisation, donc des films, des débats, des projections, des rencontres avec des écrivains, etc., puis qui s'occupe de formation, puisque l'ISERL gère le seul master qui existe en France sur les faits du religieux et de la laïcité, et organise aussi des formations, soit comme aujourd'hui dans des locaux universitaires, soit ailleurs. Et permettez-moi de faire un petit peu de publicité. Si certains d'entre vous souhaitent à un moment ou à un autre qu'il y ait des formations dans leurs établissements, il n'y a pas de souci, on se déplace. Pas du jour au lendemain, quand même, il ne faut pas non plus rêver et tout. Et il y a un an, on s'est dit qu'il était peut-être temps de parler sereinement des questions de religion et de la laïcité, d'où l'idée de ces assises des religions et de la laïcité. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première raison, c'est que si le débat envahit totalement notre espace social et notre espace politique, c'est un débat qui souffre de deux choses. La première chose, c'est la méconnaissance. On utilise des tas de mots, chacun y met à peu près n'importe quoi sous ces mots. Un des mots qui est complètement piégé, c'est le mot justement de radicalisation, de radicaliser, etc. Bien souvent, on ne sait pas trop ce que c'est, on a des a priori, donc le but de ces assises, c'est d'essayer de détruire ces a priori. La deuxième chose, c'est que bien souvent, vous vous rendez compte quand on est devant un débat à la télévision ou quand on lit un article de presse et tout, les débats ne sont absolument pas sereins. Il y a des enjeux, quelquefois explicites, quelquefois beaucoup moins explicites et du coup quelquefois beaucoup plus dangereux. Or, vous savez que ces questions sont fondamentales pour l'avenir de nos sociétés, de toutes nos sociétés occidentales. Je ne suis pas obligatoirement absolument pessimiste en pensant... Tu as raison, shérif. Mais si tu me laisses terminer, tu vas voir que tu sais très bien que ma pensée est toujours universelle. Donc dans le cas de nos sociétés occidentales, je reprends, il y a une virgule, shérif attend la fin du paragraphe, je lui signalerai. Dans le cas de nos sociétés occidentales, on semble soumis à un problème qui est un problème qui est presque, je mets des guillemets, imposé. Hein, un peu comme si on devait être un permanent sanctuaire de je ne sais trop quoi. Alors que quand ces problèmes s'opposent à l'extérieur, on a l'impression, et c'est terrible, parce que ça prouve notre européanocentrisme, voire notre racisme, que c'est normal. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a quand même une très nette différence quand il y a un attentat en Europe et puis quand il y a un attentat dans un autre pays. Hein, voilà. Et nous, ce qu'on veut ici, c'est montrer que derrière ces questions, derrière ces mots, c'est l'humain qui est en jeu. Il ne s'agit pas d'un problème politique, il ne s'agit pas d'un problème sécuritaire, c'est un problème d'humain, avec de l'affect, avec une nécessaire pensée, une analyse tout à fait indispensable. Donc, la journée va s'occuper de ces questions avec des interventions. La première intervention vous fera remonter quelque part vers le 6e, 7e siècle de notre ère. Je vous expliquerai dans un instant pourquoi. Mais aussi avec des témoignages, avec des débats. Je vous souhaite donc une bonne journée. Et notre maître de cérémonie sera mon collègue qui est juste à côté de moi, qui va se présenter, Awes Seniguer, qui enseigne à l'IUP de Lyon et qui est spécialiste de ces questions. Bonjour à tous, au nom de l'ISERL, je vous souhaite la bienvenue. Philippe Martin aurait presque pu poursuivre, puisqu'il a bien entamé les questions qui nous occuperont aujourd'hui. Je dirais peut-être avant de présenter les intervenants, quelques mots introductifs. C'est vrai qu'il est courant aujourd'hui dans n'importe quel espace social au sens large de parler de radicalisation. Donc je mets volontairement radicalisation entre guillemets, le terme, en l'occurrence, mériterait d'être largement déconstruit. On en parle aussi bien dans les discours politiques, dans les journaux, presse et télévision, dans les mosquées,
à l'université, dans les collèges et lycées, dans les associations, dans les centres culturels, dans les milieux de la police, de l'éducation, de la justice, de la santé, etc. Et je dis cela parce qu'on remarque depuis quelque temps, et notamment la réalisation d'actes terroristes dans l'Hexagone, une demande croissante de la part de chacun de ces espaces sociaux. Chacun s'empare de ce terme ou de ce mot pour des raisons multiples, et notamment, on vient de le dire, la multiplication d'actes de violence commis au nom de l'islam. Et à mon avis, il est préférable de parler d'actes de violence commis au nom de l'islam, pour éviter toute tentation de créer une automaticité ou un lien mécanique entre la référence à l'islam ou l'appartenance à l'islam et le passage à l'acte violent. Et cette inquiétude, objectivement, a des raisons, notamment le fait qu'un certain nombre de concitoyens partent vers les théâtres de guerre syriens et irakiens. Et là aussi, j'aimerais appeler votre attention, et probablement il en sera question au cours de la journée, peut-on mettre sur un même pied d'égalité tous ceux qui partent en Syrie? Je parle des Français qui partent en Syrie. Y vont-ils réellement pour les mêmes raisons? Et on voit bien que l'amalgame qui est fait entre des personnes qui partent, aussi répréhensible que soit ce départ, partent pour des raisons, pas forcément de violence ou avec des ambitions de violence, c'est-à-dire aller perpétrer éventuellement des actes de violence sur les territoires en question et avec l'éventualité potentiellement de revenir sur le territoire national pour réaliser un certain nombre d'actes de violence. Pour parler de la France, on évalue entre 500 et 1000, les chiffres sont fluctuants, le départ de Français vers la Syrie et l'Irak, et à l'échelle européenne, entre 1500 et 2000. Cette interrogation sur le vocable radicalisation, on l'a dit, est liée notamment à ces actes terroristes de grande ampleur. Il faudrait là aussi ouvrir systématiquement des parenthèses. Qu'est-ce qu'on entend par terrorisme, en sachant que ce vocable est beaucoup plus politique que scientifique. Pour ma part, suite aux travaux notamment de la sociologue Isabelle Sommier, il est sans doute mieux de parler de violence totale pour éviter toute récupération ou investissement politique du terme terroriste. Anwar el-Sadat lui-même, victime d'un assassinat en 81, avait pour habitude de dire qu'on est toujours le terroriste de quelqu'un. Et c'est variable selon ceux qui utilisent le terme en question. Il y a eu une accentuation et un effet d'accentuation, d'inquiétude et de polarisation sur le vocable et le terme radicalisation après le 13 novembre 2015. Ainsi, on peut dire que ce vocable s'est plus que jamais imposé dans le débat public. Il s'est même considérablement banalisé. Il est de la sorte repris en boucle et à cet égard rarement interrogé et déconstruit par politiques, leaders d'opinion, voire les chercheurs, lesquels eux-mêmes n'en interrogent pas toujours le degré de pertinence et de fiabilité théorique. Cet effet d'entraînement gagne y compris la communauté large des chercheurs. Et il m'est arrivé de lire un certain nombre de productions où le terme est improprement ou insuffisamment défini. Je pense notamment à l'ouvrage éponyme de Farhad Khosrow-Khavar intitulé « Radicalisation ». Et dans cet ouvrage, ce qui est intéressant de relever, c'est le caractère flottant même du terme radicalisation. C'est-à-dire qu'on a une première définition qui est donnée en début, une inflexion au milieu, puis une toute autre définition à la fin, de sorte à pouvoir penser qu'il y aurait une association possible ou un amalgame possible entre radicalisation et terrorisme. Or, si l'on entend par radicalisation un approfondissement de la pratique religieuse de type rigoriste, peut-on pour autant induire de la pratique rigoriste un sommeil de l'action terroriste, comme si celui qui était rigoriste était en phase avancée de radicalisation au sens de passage à l'acte violent. Et on voit également cette imprécision sémantique quand on prend des documents officiels. J'ai consulté de façon cursive un document qui est proposé par le site du ministère de l'Intérieur, qui a créé, je cite, une plateforme d'assistance et d'orientation aux fins de prévenir la radicalisation, pour venir en aide aux familles dans le désarroi après le départ de l'un ou de plusieurs de leurs proches sur les sites sensibles du Moyen-Orient. Prévenir supposerait par conséquent que l'on sache exactement quels sont les déterminants ou ressorts de la radicalisation.
ces signaux, ces indices probants? Comment se construit l'offre idéologique de terreur et comment celle-ci se distribue ensuite en trouvant preneur sur le marché des biens symboliques? Puisqu'on s'interroge rarement sur le fait, sur les raisons profondes qui suscitent tant d'attrait pour cette idéologie. Alors on s'interroge sur les conséquences, et on a raison, mais rarement sur ce qui produit cette adhésion de la part d'un certain nombre d'acteurs sociaux susceptibles ainsi de passer à l'acte violent. Il existe aussi un très officiel comité interministériel pour la prévention de la délinquance et de la radicalisation, rattaché au ministère de l'Intérieur, et même un centre de prévention, de déradicalisation et de suivi individuel fondé et animé par l'anthropologue Dounia Bouza. Et comme il m'est arrivé de le dire dans un récent passé, pour savoir pour déradicaliser, encore faut-il s'entendre sur ce qu'on entend par radicalisation. Vous voyez, on est systématiquement renvoyé aux mots. Il ne s'agit pas de fétichiser les mots, mais les mots donnent un horizon, nous permettent de nous rapporter de façon plus fiable à la réalité sociale. À cela s'ajoute une multiplicité de journées d'études, de colloques et autres initiatives locales et nationales qui se multiplient un peu partout dans l'Hexagone tous ces derniers mois, avec pour sujet principal précisément la radicalisation et les motivations de celles et ceux qui décident soit de tuer sur place, c'est-à-dire en France, soit de se rendre en Orient, voire pour s'enrôler aux côtés d'organisations violentes telles que l'État islamique ou Daesh ou Jabhat al-Nusra, Front al-Nusra, entre autres, avec pour viser ou non de revenir commettre des attentats dans notre pays. Mais qu'est-ce qu'au juste que la radicalisation? Existe-t-il seulement des critères, sinon absolus ou complets, du moins suffisamment objectifs et solides, qu'ils ne laissent pas prise ensuite non seulement à des amalgames épistémiques, c'est-à-dire à une interchangeabilité sémantique, mais pis, à des dérives politiques et sécuritaires. Et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Pour ouvrir cette séance, je vais donner immédiatement la parole à Philippe Martin, professeur d'histoire, et plus que jamais, le comparatisme nous permettra, je pense, de déspécifier et de désingulariser notre obsession islamique. À toi la parole, Philippe. Merci Awes. Alors en effet, moi je vais vous entraîner sur des terres qui ne sont pas obligatoirement les terres des médias habituels. Alors à certains moments, j'aurais pu parler dans mon exposé de dissidents, de déviants, d'hérétiques, de païens. Aujourd'hui on parle de radicalisés. La radicalisation est partout et comme l'a indiqué Awes, on a aujourd'hui un mélange, vous le voyez, radicalisation violente, enrôlement de djihadistes, un petit peu comme si les deux phénomènes étaient liés et qu'il n'y avait que ça. Mais qu'est-ce qu'on peut appeler quelqu'un de radicalisé? Quelqu'un de radicalisé ou de déviant ou de dissident, je vous le redis, j'utilise le mot radicalisé parce que c'est le mot actuel. C'est quelqu'un qui va se caractériser par quatre choses. D'abord, la volonté de vivre selon une norme qui est pensée sans accommodement possible. Hein, je vis, et du coup, puisqu'il n'y a pas d'accommodement possible, l'idéal, c'est de me retirer du reste de la société. La société est corruptrice, donc je ne peux pas y vivre. Deuxièmement, ça introduit une notion de rupture. Rupture avec tout, avec le cadre temporel, par exemple, le cadre géographique. Hein. Alors, cadre temporel, parce que du coup, je vais avoir des horaires, je vais avoir un calendrier qui n'est pas celui de la masse de la société. Cadre géographique, parce que du coup, par exemple, je vais abandonner ma famille, je vais m'installer ailleurs, etc. Troisièmement, c'est la notion d'épreuve. Ces deux éléments, j'accepte de vivre, et pour accepter de vivre selon cette norme, il faut que je rompe, c'est une épreuve pour moi. Hein, je ne le fais pas, c'est pas un acte facile, ce n'est pas un acte anodin. Quatrième chose, c'est qu'une fois que ces trois éléments sont bien pris en compte, à ce moment-là, j'ai un sentiment de différence avec les autres. La différence pouvant être un sentiment de supériorité, hein, je suis supérieur parce que moi j'ai réalisé ces trois choses. La différence pourrait être un sentiment aussi d'écrasement. En tout cas, eh bien, on a un groupe de radicalisés, pas très loin de Lyon, depuis très longtemps, c'est les Chartreux. Ah bah oui. Les religieux chartreux sont des radicalisés. Là, selon ma définition, je vous signale quand même, le vœu de silence.
Hein? Ah ben, je n'ai pas parlé de violence pour le moment. Qui est-ce qui vous dit que la radicalisation, c'est de la violence? C'est pas ça. Hein? Les Chartreux, oui, alors sont non violents, mais, alors bien évidemment, je choisis l'exemple des Chartreux parce qu'il est régional, mais dans le cas des minimes, des religieux minimes, c'est le carême perpétuel. Dans le cas des carmélites, c'est le cas de la mortification. Et des laïcs sont aussi radicalisés. Au printemps, aux Philippines, au moment de la célébration de la Passion, des gens vont se faire crucifier. Des catholiques vont se faire crucifier. Alors vous me direz, bon, comment déjà nous dire que c'est les chrétiens? Vous êtes sûr? Parce que vous croyez que les sadhus dans l'hindouisme, ce n'est pas non plus des gens qu'on peut appeler radicalisés. Les sadhus, vous savez, ces gens qu'on appelle des gens vêtus de vent. Hein? Des gens qui acceptent pendant un moment de tout abandonner, et vous le voyez, qui se couvrent de cendres. Certains vont même très loin, puisqu'ils vivent sur les ghats, hein, c'est-à-dire les bûchers funéraires. Alors c'est sûr qu'en commençant à parler de la radicalisation de cette manière-là, on est déjà en train de détruire deux choses. La première chose, c'est le radicaliser est obligatoirement quelqu'un de violent. Tous les gens que je viens de vous indiquer ne sont pas obligatoirement violents. Quelquefois violents contre eux-mêmes, mais j'allais dire, ils ne gênent pas la société. Deuxièmement, ces gens-là trouvent leur place dans la société. Les Chartreux, ça fait partie... Alors, on ne rentre pas, bien sûr, en grande chartreuse, mais enfin, sur les circuits touristiques, on va voir comment se passe la cellule d'un Chartreux. Les sadhus, lors des grands pèlerinages de Kumbh Mela, sont accueillis par tous les hindouistes, très bien reconnus et tout. Donc là, on a des gens qui sont radicalisés, mais qui ne sont pas violents et qui prennent place dans la société. Cependant, il existe un deuxième type de radicalisation. Et le deuxième type de radicalisation va se modifier par rapport au premier parce qu'il y a deux questions. Et ces deux questions vont les amener à un stade encore un petit peu plus fort que les quatre éléments que je viens de donner. La première question, c'est la question de la tolérance. Dans les quatre éléments que je vous ai donnés, on a des gens qui rompent avec le monde, qui ont un sentiment, alors quelquefois un petit peu, on va dire, de supériorité, mais qui ne cherchent pas obligatoirement soit à détruire le monde, soit à critiquer le monde, etc. Il se met en retrait, voilà. Donc la question de la tolérance est extrêmement importante, parce que certains de ces radicalisés vont porter sur le monde et sur l'extérieur un regard qui exclut les autres. Puis, il y a une deuxième chose, c'est quel est le rapport au monde? Est-ce que ce monde, je vais m'en extraire, il est corrupteur, je m'en extrais, je me mets de côté, ou est-ce que je veux intervenir sur le monde? Un des moyens d'intervenir sur le monde étant la violence. Mais voyez donc qu'il peut y avoir une masse de gens qu'on peut, entre guillemets, dire tout à fait légitimement radicalisés, sans que ça soit des gens dangereux pour la société et tout. Alors, quand est-ce que ça apparaît? Ah ben vous en connaissez plein de radicalisés. Ravaillac. Ravaillac, l'assassin d'Henri IV, le 14 mai 1610. Aujourd'hui, Ravaillac serait arrêté et mis en cellule de radicalisation ou de déradicalisation. Pourquoi? Il est caractérisé par quatre choses, Ravaillac. C'est un déclassé. Il est né dans une famille de judicature, de gens, on va dire, si je dis un néologisme, de l'administration, mais son père a totalement ruiné la famille, et alors lui, le jeune Ravaillac, va devenir valet de chambre, maître d'école, ici de mendicité. Deuxième caractéristique, c'est la religion. Famille très très pieuse, mais il se heurte, Ravaillac, à l'impossibilité de rentrer dans la religion telle qu'elle est encadrée. Il essaye de rentrer chez les feuillants, un ordre religieux, mais on le considère comme un petit peu pas très net, donc on le refuse. Et puis, il veut rentrer chez les jésuites, et pour la même raison, il est refusé. Donc il ne trouve pas sa place, ni dans la société, ni dans la religion. Troisième chose, eh bien, c'est qu'il va dialoguer avec le ciel. Il est persuadé d'avoir une relation privilégiée avec le ciel. Alors, il a régulièrement des visions, hein. Alors des visions qui lui demandent de convertir le roi, de faire ceci, de faire cela, et c'est sans doute au cours d'une de ces visions qu'on lui dit va donc assassiner le roi. Voilà. Mais il n'est pas vraiment obligatoirement dans un système logique discursif tel qu'on peut l'imaginer. Et du coup,
et c'est le quatrième élément, eh ben, il se construit un ennemi. Et cet ennemi, c'est le huguenot. Le huguenot, c'est le protestant. Comment il s'est construit ça? Parce que, comme il était assez pauvre, il a été élevé par des oncles qui étaient chanoines. Ces oncles sont dans un climat de ce qu'on appelle la contre-réforme, de lutte contre les huguenots, et ces oncles passent leur temps de la lutte contre les huguenots. Mais d'une lutte qui est une lutte, on n'est plus dans les guerres de religion, qui est une lutte symbolique, politique, sociale. Mais avec les trois éléments que je vous ai donnés, le jeune Ravaillac comprend rien. Et du coup, le jour où il assassine le roi, vous savez que la veille, il est déjà allé devant la porte du palais du roi, hein, le 13 mai, toc, 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 bonjour, le garde, qu'est-ce que vous voulez? Lui, il a un grand couteau de boucher à la main, je voudrais voir le roi. On lui explique que ce n'est pas une bonne idée. Il dirait, on aurait peut-être pu l'arrêter à ce moment-là. Hein. Mais sous quel critère? Il est majeur, il n'a rien fait de mal à personne. Faites attention à ce que je dis, parce que vous allez voir que c'est des arguments qu'on va retrouver aujourd'hui, rigoureusement, pour la même manière. Et puis, eh ben, le 14... Alors, il quitte Paris. Dans la nuit, il a des visions, il y a un orage et tout. Il y revient le 14 mai. Il tombe sur le carrosse du roi qui est arrêté. Il poignarde le roi. Et là, il reste totalement hébété, en se demandant ce qu'il a fait et tout. Donc, vous voyez que c'est un parcours qui est un parcours tout à fait historique, connu. On l'appelle régicide, mais avec d'autres termes, d'autres cadres, on pourrait l'appeler radicalisé. Un autre radicalisé moins connu, alors lui, ça serait plutôt le radicalisé leader. Et là, vous allez retrouver des parcours de gens que vous connaissez. Alors, Jean de Leyde, il est né en 1509. Bon, et si vous voulez, il devient prédicateur. Alors, il devient prédicateur tout à fait normal, j'allais dire, d'un courant religieux qui est un courant assez dissident, qu'on appelle les anabaptistes. Mais c'est un bon prédicateur, donc il est inscrit dans le cadre d'une église. Jusqu'au moment où on l'envoie dans une petite ville, à Münster, et alors là, il commence à livrer à lui-même, si vous voulez, il commence totalement à dévier. C'est-à-dire que sa prédication est une prédication normale, puis après, il pense qu'il faut établir le paradis sur terre, qu'il faut abolir la propriété, abolir l'argent, abolir le prêt, abolir le commerce. Il impose le travail forcé, la polygamie, le théâtre en plein air, il se proclame roi de Sion, il estime qu'il y a communauté universelle des biens et des personnes, ce qui permet de mettre la main sur tout un tas de demoiselles, de petites filles, etc., et il envoie ses sbires rechercher des jeunes gens pour venir dans Münster. Pas peine de vous dire qu'on a là le prototype du religieux qui, à un moment, livré à lui-même pour des raisons X ou Y, devient le leader d'un tout petit endroit. Pas peine de vous dire que la ville va être assiégée, il est attrapé, il est exécuté en 1536. Alors, deux exemples, je ne vais pas les multiplier, mais deux exemples pour vous sortir de l'idée que ces phénomènes de radicalisation sont des phénomènes qui sont des phénomènes tout récents. Il n'y a que notre société qui est confrontée. En même temps, il faut vous sortir de l'idée que les mouvements de radicalisation que vous avez sont des mouvements qui sont des mouvements propres à notre XXe siècle. Alors, je vais prendre un exemple, le mouvement des flagellants. Et on va analyser le mouvement des flagellants. Vous me direz, pourquoi diable va-t-il nous parler du XIIIe et XIVe siècle, puisque là, je vous plonge dans le XIIIe et XIVe siècle. Vous verrez dans un moment quand on fera un tableau de synthèse. Alors, les flagellants, ça commence par une forme de piété qui se développe à partir du XIe siècle, qui est une forme de piété admise par tout le monde. C'est l'autoflagellation. Alors ça, c'est utilisé par une foule de religieux qui sont vraiment des religieux, j'allais dire, très, très spirituels. Ça se passe dans un climat qu'on appelle celui de l'imitation du Christ. Donc, on a une forme de piété, et cette forme de piété qui est assez poussée, fait l'admiration d'un certain nombre de personnes. On est vers le XIe siècle. Deuxième chose, c'est que vers 1260, cette forme de piété, qui jusque-là est réservée à une espèce d'élite qui vise la sainteté, va glisser vers le monde laïque. Elle va glisser vers le monde laïque, en particulier en Italie. Et à ce moment-là, ce sont des laïcs qui vont se regrouper pour se flageller ensemble, à l'imitation de ces grands spirituels.
Et là, jusque-là, tout le monde trouve ça très bien. Ils font des choses qui sont très limitées. Les séances de flagellation durent 33 jours, hein, en l'honneur des 33 années de la vie du Christ. Ils chantent. Alors en plus, tout le monde trouve très bien qu'ils chantent en langue vulgaire, alors que jusque-là, on a quand même un phénomène qui est un phénomène, les offices sont en latin et tout. Donc ça ne... Chaque personne. Et ils ont l'appui d'ailleurs des autorités. Mais il va y avoir un deuxième glissement. Et ce deuxième glissement, il est lié au climat social, politique et économique de ce XIIIe siècle en Italie. Tension politique, l'Italie est partagée entre deux camps, les Guelfes et les Gibelins, peu importe ce que c'est, mais la structure politique n'est plus capable de tenir la société. Deuxième chose, famine de 1258, hein, autrement dit déstructuration économique, et déstructuration sociale avec une grande peste en 1259. Et donc du coup, notre mouvement qui jusque-là était premièrement un mouvement de saints, quasiment, de grands spirituels, de moines, qui est devenu un mouvement laïque, ce mouvement va commencer à se radicaliser. Tout simplement parce qu'on va avoir donc un glissement, qui est un glissement vers le messianisme et le millénarisme. Messianisme, puisqu'ils sont persuadés qu'il y a à Jérusalem une lettre céleste qui vient de leur arriver, une tablette de marbre qui est apparue au Saint-Sépulcre devant les foules et qui annonce le passage d'un temps nouveau. Il va y avoir quelque chose de nouveau, le monde tel qu'on le connaît est corrupteur, etc., etc. Et bien évidemment, il faut revenir, dit la lettre céleste, au temps béni des évangiles. Donc on est en train de reconstruire un passé qui n'a, grosso modo, jamais existé. Bien évidemment, le clergé met le mouvement en alerte, en disant « mais attendez, c'est quoi cette lettre évangélique comme ça ?» Vous imaginez des plaques de marbre, des tablettes de marbre traversant les murs, se posant sur le Saint-Sépulcre, et le clergé trouve que là, on relève du domaine de l'invention. Ce qui veut dire que le mouvement va rompre avec le clergé. Et le mouvement va fonctionner en dehors des cadres de l'Église instituée. Les chefs des processions seront des laïcs. Il est interdit à un religieux de rentrer dans les processions. Et du coup, à ce moment-là, le mouvement va se diviser en deux. Il y a des pays dans lesquels l'État va clairement encadrer le mouvement, va l'autoriser, mais on l'encadrera très strictement, la France, l'Italie. Hein, ça va être extrêmement difficile, mais on va encadrer. Et d'autres, comme l'Allemagne et le monde rhénan, où alors là, il va y avoir quelque chose de très très violent, dans un premier temps, contre les flagellants, hein, arrestation pour hérésie. Le mouvement est interdit en 1262. Mais du coup, le mouvement étant interdit, il va vivre clandestinement. Il va déboucher sur une radicalisation extrême. Les processions, c'est plus de 33 jours, c'est 33 ans. Et le mouvement, à la première crise, qui est la crise de 1348, avec la grande épidémie de peste, le mouvement va devenir, vous m'excuserez, hyper violent. Hyper violent, en s'attaquant aux juifs, énormément de pogroms et tout, dû aux flagellants, et puis au clergé. Autrement dit, on est passé, vous le voyez, alors, sur un temps très long. Hein, ça a commencé vers le XIIe siècle, on est au XIVe siècle, mais on est passé d'une forme de piété qui était anodine, réservée à une élite, à un mouvement qui est devenu un mouvement ultra-violent. Du coup, eh bien, on voit là les 5 éléments qui font le glissement, et 5 éléments qu'on pourrait recaser avec d'autres mouvements. Tout d'abord, une piété exagérée par rapport aux normes habituelles. Deuxièmement, une idée de pureté des membres qui séduit. Hein. On va faire partie d'une élite, et dans cette élite, on peut fonctionner entre nous. Des vides sociopolitiques qui sont exploités par ces gens. Le 4e élément, construction d'un discours pour fonctionner en cercle fermé. Comprenez ce que je veux dire? C'est la lettre céleste, hein. De toutes les manières, nous avons raison, puisque le texte nous donne raison, et le texte, nous sommes les seuls à pouvoir l'interpréter, etc., etc. Et puis, 5e chose, eh ben, qu'est-ce qui se passe pour le mouvement? Soit il y a une voie de la médiation et du contrôle, comme ça s'est passé en France ou en Italie, le mouvement ne file pas vers l'ultra-violence, soit la voie du refus, et dans ce cas-là, le mouvement se radicalise et devient hyper violent. J'étais au XIVe siècle ou vers 2015 ? Je ne sais pas trop, mais vous voyez que là, les choses... Alors, rassurez-vous,
Je ne vais pas parcourir toute l'histoire à la recherche de tous les mouvements radicalisés. On ne va en voir que quelques-uns. Les Nizariens. Alors, ou Nizarit, ou Nizari, oh, vous connaissez le monsieur là, c'est ce qu'on appelle les assassins, hein, le vieux de la montagne. C'est un mouvement mystique, chiite, ismaélien. C'est une des déclinaisons de l'islam pour faire court, qui a été important entre le XIe et le XIIIe siècle, qui avait un môle extrêmement important qui était la citadelle de Alamout, qui était dirigée par ce personnage qu'on appelle le vieux de la montagne. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ce mouvement, qui est à l'origine un mouvement, j'allais dire, de résistance autant religieuse que politique, hein, c'est une minorité, va devenir un mouvement à connotation religieuse extrêmement importante. Alors, il y a ce qu'on appelle la résurrection des résurrections, c'est 1164, c'est-à-dire que les Ismaéliens estiment qu'il y a un sens caché du Coran. Et ce sens caché du Coran, seul l'imam, chef des Ismaéliens, peut donner la clé. Ô vous, les êtres qui peuplez les univers, vous, génies, hommes et anges, sachez que notre Seigneur est le résurrecteur. Le Seigneur, c'est le chef du groupe. Hein. Il est le Seigneur des êtres, il est le Seigneur qui est l'existence absolue, excluant ainsi toute détermination existentielle, car il les transcende toutes. Il ouvre la porte de sa miséricorde et par la lumière de sa connaissance, il fait que tout être soit voyant, entendant, parlant, vivant pour l'éternité. Pas peine de vous dire que les musulmans de la région estiment que là, on n'est plus du tout dans l'islam. Et le mouvement va être très attaqué, et le mouvement va réagir. Le mouvement va réagir de deux manières. Une première manière en tenant des citadelles, en tenant, j'allais dire, une zone géographique, et puis la deuxième, en essayant d'affaiblir les ennemis de l'intérieur, en commettant, alors nous on dirait des attentats, à cette époque on parle d'assassinat. Alors voilà comment les choses sont décrites. C'est un rapport qui est envoyé à l'empereur Frédéric Barberousse en 1175. Sachez qu'aux confins de Damas, d'Antioche et d'Alep, des zones qui... Il existe dans les montagnes une certaine race de Sarrasins qui, dans leur dialecte, s'appelle Yésédine, et en romain, les seigneurs de la montagne. Cette race d'hommes vit sans loi, contre les lois des Sarrasins, et dispose de toutes les femmes sans distinction, y compris leur mère et leur sœur. Donc là, il nous indique bien quand même qu'il y a une fracture avec l'islam qui les entoure. Ils vivent dans des montagnes et sont prêtres inexpugnables, car ils s'abritent dans des châteaux bien fortifiés. Ils ont un maître qui frappe d'une immense terreur tous les princes sarrasins proches ou éloignés, ainsi que les seigneurs chrétiens voisins, car il a coutume de les tuer d'étonnantes manières. Dès leur prime jeunesse, jusqu'à l'âge d'homme, on apprend à ces jeunes gens à obéir à tous les ordres et à toutes les paroles du Seigneur de leur terre, qui leur donnera alors les joies du paradis, puisqu'il a le pouvoir sur tous les assassins. On leur apprend également qu'il n'y a pas de salut pour eux s'ils résistent à sa volonté. Alors, comme il leur a été appris, et sans émettre ni objection, ni doute, ils se jettent à ses pieds et répondent avec ferveur qu'ils lui obéiront en toute chose qu'il donnera. Le prince donne alors à chacun un poignard d'or et les envoie tuer quelques princes de son choix. On est en 1175, je pense qu'on pourra avoir là aussi une description qui serait malheureusement d'actualité. Alors, vous savez qu'il y a toute une légende. Et l'idée, c'est que le vieux de la montagne donne des drogues aux jeunes gens, et les jeunes gens drogués, on les met dans des pièces où il y a des jeunes filles. Quand les jeunes gens reviennent de leur période de transe, on leur explique que grâce au vieux de la montagne, ils sont directement allés au paradis. Et bien sûr, ils ne rêvent que d'une chose, c'est de retrouver les joies des jeunes filles, etc. Et c'est là que le vieux de la montagne leur dit, il n'y a qu'une seule solution, c'est que tu meurs en martyr. Parce que si tu meurs en martyr, là, hop là, la porte, elle t'est ouverte. Je te l'ai déjà ouverte alors que tu n'avais rien fait. Alors, si tu m'obéis, là, pas la peine de dire que la porte elle est grande ouverte. Et on envoie les gens pour tuer. Il y a sans doute beaucoup de fantasmes dans cette utilisation des drogues, mais il y a quand même quelque chose qui est fondamental. C'est l'idée quand même d'un groupe fermé sur lui-même. Groupe fermé sur lui-même avec un chef qui pense détenir la clé pour aller au paradis, pour aller dans l'au-delà, etc., etc., et qui met comme exigence de tuer ou d'être tué. Il y a une acceptation là du martyr.
Et ce n'est pas propre au monde musulman. Alors on va aller assez rapidement. Les Amoriciens, lancés par Amaury de Ben, qui professe le panthéisme. Hein. Dieu et l'univers ne sont qu'un, dit-il. Dieu est tout, tout est Dieu. Voilà. Et alors il attend le renouveau de l'humanité avec un âge nouveau qui est l'âge du Saint-Esprit. Bon. Là, les pouvoirs vont réagir et en 1210, les Amoriciens seront massacrés, tellement massacrés d'ailleurs, que leur chef Amalricus, qui est mort en 1209, est déterré et son cadavre exécuté, tellement on veut éliminer le mouvement. Je ne donne aucun conseil, bien évidemment. Mais pensez quand même à cette idée comme ça de détruire des corps. Enfin, mais c'est que du passé, bien évidemment. Jamais le XXIe siècle pensera à des choses comme ça. Les Taborites, c'est un mouvement tchèque qui se développe au XVe siècle autour d'un personnage qui s'appelle Procope le Grand. Alors eux, ils font référence à la pensée d'un dissident qui est Jean Hus, hein, qui pensait à la communion sous les deux espèces. Et puis assez rapidement, ils vont rejeter beaucoup de choses et ils vont construire une grande nostalgie pour l'Église primitive. Tout aurait été communautaire dans l'Église primitive. Tout se partageait, les biens, les femmes, il y avait une égalité parfaite. Alors ils s'appellent entre eux frères et sœurs. La communauté va survivre une trentaine d'années avant d'être totalement massacrée lors de la bataille de Lipani, le 30 mai 1434, bataille au cours de laquelle seraient morts entre 13 et 18 000 personnes des Taborites. Et si on se rapproche de notre époque, le mouvement Narodnia Volia, ça veut dire volonté du peuple, ou liberté du peuple, formé en 1879. On avait en Russie un mouvement qui était un mouvement, on va dire, de gauche, assez important, qui s'appelait Terre et Liberté, qui a été fondé en 1860. Et ce mouvement va, en 1860, se couper en deux. D'un côté, vous allez avoir Partage Noir qui est pour l'action sociale, et puis, d'un autre côté, Narodnia Volia, qui va viser la voie du terrorisme. Et la voie du terrorisme va donner l'occasion au chef de ce groupement, qui s'appelle Serge Nechayev, de publier en 1868 son catéchisme du révolutionnaire. Attitude du révolutionnaire envers lui-même. Le révolutionnaire est un homme condamné d'avance. Il n'a ni intérêt personnel, ni affaire, ni sentiment, ni attachement, ni propriété, ni même de nom. Tout en lui est absorbé par un seul intérêt, une seule pensée, une seule passion, la révolution. Laisse lire. Sévère envers lui-même, il doit l'être envers les autres. Tout sentiment tendre et amollissant de parenté, d'amitié, d'amour, de gratitude et même d'honneur doit être étouffé en lui par l'unique et froide passion révolutionnaire. Remplacer révolutionnaire par religion, là on a un mouvement qui est un mouvement absolument pas religieux. Hein. Absolument pas religieux. Attitude de révolutionnaire envers ses camarades. Le révolutionnaire ne peut chérir et traiter en ami que celui qui a réellement fait preuve d'une activité révolutionnaire égale à la sienne. Élément très important, hein, c'est l'exclusion des autres. La mesure de l'amitié, du dévouement et autres devoirs envers un camarade est déterminée exclusivement par le degré d'utilité de celui-ci au point de vue des effets pratiques de la révolution destructrice. On va retrouver des tas de choses dans la manipulation des jeunes et tout, hein. Je suis ton ami, tu peux te confier à moi, enfin au dernier moment, va faire des tas de choses. Chaque camarade, c'est terrible ça, doit avoir sous la main plusieurs révolutionnaires de seconde et de troisième catégorie, c'est-à-dire à moitié initiés. Il doit les considérer comme faisant partie du capital révolutionnaire mis à sa disposition, autrement dit comme du matériel. Attitude du révolutionnaire envers la société. Dans le but d'une destruction implacable, le révolutionnaire peut et doit vivre au sein de la société et chercher à paraître tout différent de ce qu'il est en réalité. On parlerait aujourd'hui, nous, de noyautage. Toute cette société abjecte doit être divisée en plusieurs catégories. Première catégorie, elle est condamnée à mort sans délai. Qu'on établisse une liste de ces personnes selon le degré auquel elles peuvent être nuisibles au succès de la cause révolutionnaire, afin que ceux qui portent les premiers numéros périssent avant les autres. La seconde catégorie devra précisément comprendre les hommes auxquels on confère la vie provisoirement, avant qu'ils provoquent la révolte.
La troisième catégorie comprend un nombre considérable de brutes haut placés, de personnalités qui, grâce à leur situation, bénéficient de la richesse, de relations, de l'influence. Il faut les exploiter. Quatrième catégorie comprend les hommes d'État ambitieux et libéraux de toute nuance. Il est permis de conspirer en leur compagnie et selon leur programme. La cinquième catégorie comprend les doctrinaires, les conspirateurs et les révolutionnaires se livrant à de vaines palabres dans les sectes politiques et leurs écrits. La sixième catégorie, fort importante, comprend les femmes, qu'il faut diviser en 3 sous-catégories. Les unes, légères, stupides, sans âme, on pourra en user, de même que la troisième et la quatrième catégorie des hommes. Les autres, passionnés, dévoués, mais n'étant pas des nôtres, parce qu'ils n'ont pas encore élaboré une conception réelle, pratique et sans phrase de la cause révolutionnaire. Enfin, les femmes, qui sont entièrement des nôtres, c'est-à-dire pleinement initiées, ayant accepté l'ensemble de notre programme, celles-ci sont nos camarades. Attitude de la confrérie envers le peuple. La confrérie n'a pas d'autre but que l'entière libération et le bonheur du peuple, c'est-à-dire des travailleurs. Mais convaincu que cette libération et ce bonheur ne sont possibles qu'au moyen d'une révolution populaire qui balayerait tout sur son passage, la confrérie contribuera de toutes ses forces et de toutes ses ressources au développement et à l'extension des souffrances qui épuiseront la patience du peuple et le pousseront à un soulèvement général. Je vous laisse sans voix, parce que nous sommes en 1868, et vous avez quand même l'impression de vivre quelque chose qui est beaucoup plus contemporain. Quelque chose qui est beaucoup plus contemporain, et qui vous montre aussi que radicalisation ne rime pas avec religion. Là, on a un mouvement qui est un mouvement totalement laïque. Alors, est-ce à dire, j'approche lentement de ma conclusion, que finalement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil? Est-ce à dire que finalement, il y a toujours des radicalisés? Donc on est dans une de ces phases de radicalisation. Alors attendons tranquillement que l'histoire passe, puis de toute manière, elle a toujours passé. Ça serait peut-être un peu rapide. Parce que notre monde contemporain, notre immédiat fin du XXe siècle et XXIe siècle, a eu des mouvements radicalisés. Lesquels? Néofascisme, deep écologie, radicalisation pro-life. Les deux derniers ne sont pas des mouvements qui sont obligatoirement très présents en Europe, en tout cas de manière violente. Mais je ne suis pas sûr que des suprématistes blancs qui détruisent des cliniques aux États-Unis et qui tuent des médecins qui pratiquent l'avortement ne soient pas des radicalisés. Je ne suis pas sûr non plus que des gens qui s'en prennent aux élevages d'animaux et qui tuent des éleveurs d'animaux ou des gens qui font des expériences sur les animaux, au bénéfice de nos frères les animaux doivent survivre, etc., ne sont pas non plus des radicalisés. Et ce ne sont pas des musulmans, tous ces gens-là. Lui n'a rien d'un musulman. Hein. C'est pourtant un radicalisé. Bon, il est, donc je vous rappelais, hein, en juillet 2011, 77 morts, 151 blessés. Hein. Alors lui, il a publié en quelque sorte son manifeste, vous savez, dans un texte qui a été distribué électroniquement le jour même des attaques. Alors, c'est quoi son idéologie? C'est un conservatisme culturel, ultranationaliste, populiste de droite, islamophobe, sioniste, antiféministe, nationaliste blanc. Je n'ai pas dit que c'était quelqu'un de très simple. Il considère l'islam, le marxisme et la plupart des partis politiques comme des ennemis. Voilà. Et il veut la fin de ce qu'il appelle Eurabia. Autrement dit, le multiculturalisme. Et il veut expulser hors d'Europe toute personne se revendiquant des principes du Coran avant 2083. En 2083, il va se passer quelque chose, la chrétienté va revenir selon lui. Voilà. Et il explique que ces attentats n'avaient pour but que de faire connaître son manifeste. C'est assez intéressant le cas de Breivik, parce que immédiatement on l'a soumis à une expertise psychiatrique et on l'a déclaré schizophrène. C'est assez étrange quand même que la première réaction face à lui a été de l'envoyer vers quelque chose de psychiatrique. Et d'autres, on ne les enverra pas là-dessus. Bon. Alors, le premier rapport rendu à la justice indique qu'en effet, il a agi de manière pulsionnelle, sous l'emprise de pensées délirantes, d'autant plus qu'il explique qu'il est le futur roi de Norvège, hein, et qu'il va prendre le pouvoir avec les Templiers.
Alors là, les médecins disent, bon, en effet, il est passé un peu dans un autre espace. Mais inévitablement, une foule de gens disent, mais non, là, on est en train de trouver une voie facile, il participe à un phénomène beaucoup plus général, qu'on n'appelle pas obligatoirement encore à cette époque radicalisation, mais qui participe de ça. Donc il y a une deuxième expertise, qui est le remarque tout à fait sain d'esprit. Donc du coup, vous le savez, il est condamné à la prison. Bon. Régulièrement, il revient avec de nouveaux manifestes, vous le savez, sa dernière présentation en justice, où il fait le salut nazi, etc., etc. Alors, la radicalisation la plus actuelle, elle a quand même, avec des gens comme Breivik ou les autres cas, elle a quand même une forte différence avec les mouvements tels que je vous les ai présentés jusqu'à le début du XXe siècle. Tout d'abord, il y a une volonté morbide, qui est tuer ou être tué. Le but même de l'organisation a un rapport avec la mort. Alors que pour les autres groupes, la mort est un moyen parmi d'autres. Tandis que là, c'est la mort qui est directement recherchée. La deuxième chose, c'est que ces gens acceptent le statut, ce qu'on peut appeler du héros négatif. Alors, eux, bien sûr, ne se pensent pas en tant que négatifs, mais quelque part, ils recherchent le fait que la société va leur mettre cette étiquette. Alors, une étiquette de djihadiste, de ceci, de cela, mais enfin, ils recherchent cette étiquette. Troisième chose, c'est que les mouvements actuels ne font pas de référence à une idéologie appuyée par un État stable. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que vous savez que pendant un moment, dans les années 70-80, l'Europe a été touchée par des mouvements qu'on disait terroristes. On ne parlait pas de radicalisés. C'était des mouvements d'extrême gauche qui avaient le soutien d'États stables. Je ne ferai pas la carte géopolitique de l'Europe de cette époque, mais enfin, on pensait qu'un certain nombre de pays dits jadis du bloc de l'Est pouvaient soutenir ceci. Ou qu'un certain nombre de ces gens, des brigades rouges, etc., étaient entraînés au Liban et autres. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Bon, on ne sait pas ce que va devenir Daesh, qui a eu une base territoriale pendant un moment, qui est en train de la perdre, mais une foule de radicalisés aujourd'hui font part d'une nébuleuse qui n'est plus centrée sur un État. Le cas du djihad, lui, alors on va mettre des guillemets à djihad, est bien particulier, parce que pour notre société, le djihad va s'enrichir de deux choses. Nos sociétés occidentales, et je dis sciemment occidentales, ont l'impression, dans ce cas, qu'il y a eu une trahison. Elles ont tort, mais dans le développement médiatique, vous avez toujours l'idée de dire, eh bien, nous, occidentaux, sous-entendu blancs d'origine chrétienne, nous avons accepté ces gens, et ils nous doivent, en quelque sorte, quelque chose. Et en faisant de la violence, ils nous trahissent. C'est un fantasme de nos médias, c'est un fantasme. Mais c'est quand même toujours un espèce de climat qui est sous-jacent à tout ça. Deuxième chose, c'est l'énorme couverture médiatique. Awes citait tout à l'heure un ouvrage sur la radicalisation. Cet ouvrage, en 2012, signalait qu'il y avait eu en France 129 actes de terroristes. 129. 5 à connotation religieuse, 124 à connotation qui étaient les mouvements corses, mouvements bretons, etc. Ils font pas... Bon, en 2012, on était avant la grande phase des attentats et tout en France. À votre avis, de quoi parle la presse? Est-ce qu'elle parle à chaque fois qu'un groupe corse fait sauter un pylône? Mais, pour certains, là aussi, on est face à des phénomènes pas religieux. Mais pourquoi dans un cas parle-t-on de terrorisme, dans l'autre parle-t-on de radicalisé? Alors je voudrais, en conclusion, laisser la parole à Farhad Khosrow-Khavar. La radicalisation ne doit pas être appréhendée seulement sur un régime sécuritaire. Elle doit devenir un problème de connaissance de la société. La radicalisation n'est pas propre à l'islam, elle n'est pas propre à notre temps. C'est un phénomène qui est beaucoup plus général. C'est un phénomène qui existe dans d'autres confessions. Je ne suis pas sûr qu'un certain nombre de suprématistes blancs qui se sont engagés en Afrique du Sud
juste avant la fin de l'apartheid, je ne puisse pas les ranger dans l'acte de radicaliser. Ils allaient un peu quand même comme des croisés. Et qu'au moment des guerres de l'ancienne Yougoslavie, il y avait aussi des suprématistes blancs qui, au nom de la croisade, allaient intervenir là. Ne s'agit-il pas aussi de radicaliser? Ce petit tour par l'histoire, avant de rentrer vraiment dans l'actualité, j'espère, montre, que la radicalisation n'est pas un phénomène actuel, que c'est un phénomène beaucoup plus complexe, qu'elle ne s'enferme pas dans une religion, dans le djihad, etc., qu'il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond, mais peut-être un peu pessimiste ce que je veux dire. Est-ce que nos sociétés ont vraiment envie de se poser la question de savoir pourquoi des jeunes les refusent? Est-ce que ce n'est pas plus facile pour nos sociétés de résumer ça à une petite mouvance religieuse, etc., facilement identifiée et tout? Vous avez dit qu'il n'y avait pas seulement différents types de formes de radicalisation, pourquoi aujourd'hui on parle essentiellement que des mouvements? Est-ce que les mouvements ne sont pas la tête de choc du monde? Voilà ma réponse, vous la trouverez toute seule. Oui, c'est intéressant. Pourquoi ne parle-t-on que de ça? À l'ISERL, on nous a demandé une fois, mon anecdote répond à cette question, on nous a demandé une fois de faire une intervention sur le foulard islamique. Alors j'ai expliqué que je ne savais pas ce que c'était. On m'a dit, mais vous savez, les musulmans. Je dis, je ne sais pas ce que c'est, les musulmans. Et c'est un nom qui décrit plein de gens différents, etc., etc. Et puis après la bête, je dis, ah oui, donc vous voulez qu'on fasse une intervention sur la manière dont les femmes s'habillent? Alors, ah oui, c'est ça. Donc je vais vous parler des juifs qui portent des perruques, des religieuses catholiques qui portent... Ah ben non! Et pourquoi? Soit vous voulez qu'on vous parle toujours de la même chose, ce qui au bout d'un moment tend à la stigmatisation, soit vous voulez penser en termes plus généraux, et bien sûr qu'en pensant en termes plus généraux, on va retomber sur ces questions. Mais à titre personnel, attaquer toujours sur la même chose, sur la même religion, est, entre guillemets, contre-productif. Il faut expliquer d'abord que les choses, elles sont de manière plus générale. Et que cette manière plus générale permet deux choses. Ça permet d'abord de désangoisser le débat et tout. Ça permet aussi de le catastropher un petit peu. Puisque justement, ça serait tellement simple que tel type de personne soit programmée à être radicalisée. Ça serait tellement simple. Mais la société n'est pas simple du tout. Ah oui. La dame tout à l'heure, elle disait, mais pourtant les autres ne sont pas violents, il n'y a que les musulmans qui mettent des bombes et tuent les innocents. Et non, elle a dit que les Chartreux n'étaient pas violents. Ah oui, que voilà. Les Chartreux. Ah oui. Non, ça, les Chartreux ne mettent pas de bombes, ils font un alcool, c'est peut-être... Non. Mais allez voir dans un certain nombre d'autres zones du monde, allez voir dans les archipels de l'Indonésie et tout, vous verrez des violences religieuses d'autres confessions. Et je ne suis pas vraiment persuadé que pendant un moment, l'Irlande n'ait pas été aussi une guerre en partie à connotation religieuse. Et la guerre d'Irlande n'est pas finie depuis très très longtemps. Et peut-être va réapparaître. Non, il n'y a pas... L'idée, il n'y a que les musulmans qui mettent des bombes, ça serait très simple. Mais c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Dans le phénomène de radicalisation, il me semble qu'il y a aussi l'expression d'une fracture générationnelle, puisqu'elle concerne souvent des jeunes. Et du coup, moi, ma question, c'est un peu celle-là. Est-ce que dans l'histoire, du coup, il y a... Enfin voilà, est-ce que ça vous renvoie à... Ouais. Ah ben, bien évidemment. Bien évidemment. Il y a cette fracture. Alors, fracture générationnelle, ça change, parce que les rapports à l'âge ne sont pas les mêmes. Mais c'est évident qu'on a plutôt des gens, que ça soit Ravaillac ou Leyde, on a plutôt des gens qui sont des jeunes adultes, qui passent au moment à période de jeunes adultes. Le terme de radicalisation, il est apparu vers quand? Enfin, à peu près. Alors, c'est d'aujourd'hui actuel ou quand même dès l'époque moderne, on en avait déjà entendu parler?
On a toujours entendu parler du terme de radicalisation, mais pas de la même manière. Pendant la Révolution française, les radicalisés, c'est la terreur, c'est le pouvoir. Le mot radicalisation comme mot pour stigmatiser une minorité contre laquelle l'ensemble de la société s'oppose, c'est quelque chose qui va surtout naître à la fin du XIXe siècle, mais c'est quelque chose d'extrêmement récent. La réutilisation est extrêmement récente. Dans les années 70, on ne vous aurait jamais dit, c'est la Rote Armée, enfin la RAF allemande, on vous aurait jamais dit, c'est des radicalisés d'extrême gauche. On vous disait, c'est des terroristes. Hein. C'est intéressant d'ailleurs de voir pourquoi et comment notre monde actuel utilise radicalisé. Si on utilisait le mot terroriste, il y a plein de connotations. Hein. Ça peut être du terrorisme palestinien, ça peut être du terrorisme d'extrême gauche, ça peut être du terrorisme d'extrême droite en Italie. Enfin, le mot terroriste recouvre plein de réalités. Et là, pour parler de quelque chose, on utilise le mot de radicaliser, et c'est vrai qu'immédiatement, dans l'esprit des gens, se forme un horizon d'attente, et cet horizon d'attente, comme disait madame, ça va filer vers le monde musulman. Mais je dis bien, moi, je vous utilisais le mot radicalisé parce que c'est le mot qu'on utilise aujourd'hui. Mais ces gens-là, les gens que je vous ai présentés, n'ont jamais été appelés radicalisés. C'était des déviants, c'était des dissidents. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question par rapport à votre exposé, parce que je parle pas assez, voilà, dans le micro. J'ai un peu, finalement, il y a une confusion pour moi entre le délire mystico-religieux et la radicalisation. Et j'ai du mal à faire cette différence. Je ne sais pas si vous pourriez nous éclairer un peu à ce sujet-là. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est qu'un délire mystico-religieux. C'est que dans les religions, il y a trois tendances. Il y a une tendance qui est la tendance des individus. D'accord ? Et puis il y a une tendance qui est une tendance par des corps ecclésiastiques qui sont des clercs ecclésiastiques formés, encadrés. Alors formés, ça veut dire formés parce qu'il y a une tradition, parce que les prêtres, les rabbins, enfin le responsable religieux que vous voulez, a eu une formation, et puis formés parce qu'il y a eu une tradition. Et les corps religieux encadrent les individus. Soit pour les favoriser, pour qu'ils favorisent la prière, etc., soit pour éviter qu'ils aillent trop loin. Hein. Le cadre ecclésiastique sert un peu de garde-fou aux individus. Le risque de l'individu étant soit de ne pas être assez religieux, soit de beaucoup trop l'être. Et puis il y a une troisième tendance. C'est des groupes, alors qu'on a appelés dissidents, qu'on a appelés minoritaires, qu'on a appelés déviants, etc., qui ne reconnaissent pas les cadres formés et traditionnels des églises. Et ces groupes, qui ont longtemps été appelés des groupes dissidents, à un moment trouvent leur justification, parce que la justification, elle vient directement de Dieu. Dans le cas des flagellants, voilà, pof, la table céleste qui arrive. Donc je suis en dehors de l'Église chrétienne, mais je suis justifié, puisque Dieu m'a donné l'autorisation. Voilà. À l'heure actuelle, quand on parle de radicalisation et d'islam, il est quand même aberrant de voir que l'immense majorité, faut dire quasiment tout le monde, des imams, des responsables, condamnent le phénomène. Et que les gens qui tiennent le phénomène, est-ce qu'ils ne font pas partie de ces gens en dehors des cadres traditionnels, etc., etc. Vous voyez ? Et c'est ce que vous appelez les délires mystico-religieux. Moi, je ne peux pas utiliser ce mot-là, mais c'est l'idée qu'à un moment, je détiens, en tant que croyant, la réalité, je détiens la vérité qui fait que je peux m'opposer à une autorité religieuse. Et je détiens cette vérité parce que j'ai eu une révélation, j'ai eu une redécouverte, je suis rené à ma religion, etc. etc. Ah ouais, combien de questions encore ? Encore 5 minutes. Encore 5 minutes ? Oui, bonjour. On parle rarement aussi de deux phénomènes qui sont de la radicalisation d'État, type l'Inquisition en Espagne, et puis encore plus lointain, au Moyen-Âge, les croisades chrétiennes, qui ont décimé toute une partie de la jeunesse, où on devait partir faire la croisade jeune pour aller évangéliser, et qui était extrêmement violente. Alors, quand on utilise le terme de radicalisation, on exclut
Hein, de facto, toutes les radicalisations qui seraient des radicalisations d'État. D'accord ? En parlant, et comme je l'ai fait, de le radicaliser face à la société. Et pas une société qui serait totalement radicalisée. Hein, et ce n'est pas uniquement le Moyen-Âge. Hein. On ne peut pas exactement dire que l'Allemagne des années 1940 ne soit pas radicalisée. Hein. Hein. Donc là, c'est, j'allais dire, sur le plan historique, anthropologique, sociologique, un petit peu deux réalités un petit peu différentes. Hein. Là, l'idée, c'est comment une société génère des gens qui la refusent. Et comment elle peut gérer la chose. Puisque là, c'est des gens qui... Enfin, c'est des gens qui viennent de la société. Hein. C'est radicalisé. Ravaillac, qui vient de sa société. Comment la société peut le gérer? Une dernière question, oui. Oui. Moi, je trouve que cet éclairage historique, prendre un peu de recul par rapport à ce que nous vivons, est très intéressant pour mieux comprendre. Ce n'est pas pour justifier, c'est pour mieux comprendre les phénomènes. Ceci étant, moi je rejoins la question qui a été posée sur l'utilisation du terme radical, la radicalisation. Je ne suis pas aussi sûr qu'à la fin du XIXe siècle, le terme radical avait une connotation toujours péjorative. Ah le Parti radical, un pilier de la Troisième République, s'appelait le Parti radical. Et je crois, il a des héritiers jusqu'à maintenant, je crois, le Parti radical, y compris à qui fait partie de l'Union de la gauche. Il y avait les radicaux de droite et les radicaux de gauche, donc les ramifications de ce Parti radical. Je crois que nous vivons dans un monde où moi, je dis, je suis radical contre cette mondialisation qui a oublié l'humain. Il y a des phénomènes qui suscitent le rejet radical et être radical en soi n'est pas une mauvaise chose. Moi, je dis, je suis radical et j'étais dans ma vie radicale et je n'en ai pas honte. C'est pas la radicalité qui est, c'est précisément ce phénomène où de la critique radicale d'un système qui est radicalement mauvais voilà. Pour l'humain, on passe, voilà, c'est là où le problème, on passe la solution envisagée, on se radicalise sur quelle base? En vue de quoi? Si on se radicalise en vue d'un idéal précisément qui prend le contre-pied de cette mondialisation qui a oublié l'humain, donc radicalement humain, pour l'égalité des humains, pour l'universalité de l'humain et de ses droits, oui, je suis radical et j'aimerais bien qu'on soit qu'il y ait plus nombreux à être radicaux dans ce sens-là. Je crois que c'est mon ami Bakary Samb et mon collègue que vous connaissez tous, qui est à l'université Saint-Louis, qui a été formé ici à l'université de Lyon, qui est parti au Sénégal, à l'université Saint-Louis, qui a monté un institut, Tombouctou Institute, pour les études de la paix, Peace Studies, en Afrique. Et il rapporte deux témoignages. Un au Mali et l'autre, je crois, au Tchad ou au Nigeria, où il est allé et rencontrer des chefs religieux. Par rapport à Boko Haram, par rapport à ces ACMI, ces mouvements qu'on dit radicalisés. Moi, je dis des mouvements terroristes, violents. Ils ne sont pas aussi dans la radicalité contre la mondialisation. Ils s'inscrivent très bien dans la mondialisation telle qu'elle est. Ils composent avec. Et il a dit, ces deux chefs religieux qui n'ont pas de rapport l'un avec l'autre, tous les deux, ils ont qualifié ces mouvements de... C'est l'arrogance des oppresseurs et c'est l'ignorance des opprimés. C'est la conjugaison des deux. L'arrogance des oppresseurs, l'ignorance des opprimés produit ces phénomènes-là. Et je crois que nous devons donc
Allez, moi je dis que enlevons ce mot radical et appelons qu'est-ce qu'on cherche. Moi je crois qu'il y a une déviation aujourd'hui, précisément. C'est un peu pour stigmatiser tous ceux qui contestent de façon radicale le système tel que... Avant de passer aux interventions suivantes, j'ai bien dit, le mot radical, pendant longtemps, désignait plutôt un État. Au XIXe siècle, il réapparaît, mais il n'a pas de notion péjorative. À ce moment-là, on parle d'anarchiste. Bon, le courant anarchiste philosophique ne doit pas du tout se retrouver dans le manifeste du révolutionnaire que je vous ai lu, hein, qui n'est pas tellement anarchiste, qui est plutôt quand même hyper encadré, etc. Et en effet, la vraie question, je terminerai là-dessus, vous répondrez vous-même, c'est pourquoi aujourd'hui utilise-t-on de manière très récente ce mot radicalisé pour dire quelque chose? Pourquoi ne parle-t-on pas de terrorisme? Pourquoi, quand on met radical, on parle musulman, alors que le monde musulman est extrêmement diversifié, il y a plein de choses, etc. Et que l'utilisation des mots n'est absolument pas simple. Quand la première affiche que je vous ai montrée, bon, qui est nécessaire, hein, elle appelle, etc. Mais radicalisation, djihadisme, qu'est-ce que c'est que le djihadisme? Et il y a plein d'autres formes de radicalisation qui ne sont pas du djihadisme. Hein. Vous trouvez, je vous ai dit, les suprématistes blancs qui forment une catégorie de radicalisation, pour le moment pas obligatoirement très dangereuse, en tout cas très active en France, mais qui l'a été dans d'autres pays, comme l'Espagne ou l'Italie, et qui l'est aux États-Unis. Et Breivik, il n'est pas musulman. Hein. Donc méfions-nous des noms, méfions-nous des mots, et demandons-nous pourquoi on utilise ces mots, si c'est pas, c'était la première question, pour stigmatiser. Alors, je pense qu'après ce petit tour historique, on va replonger dans l'actualité. Alors, on va replonger dans l'actualité avec un petit film de 14 minutes, puis un débat qui repermettra de venir au monde tout à fait contemporain.